Donc, le synopsis, donc on l'a fait ensemble, hein, David et moi. Donc, on va parler essentiellement de l'importance de l'immédiateté d'adopter des systèmes de collaboration à distance parce que le contact humain est touché et c'est le pilier de toute relation humaine, que ce soit pour les commerces de proximité, que ce soit pour la vente, l'avant-vente, la pré-vente, que ce soit pour la représentation. On est touché dans un pilier de notre humanité. Donc, du coup, on doit tout redéfinir sans le contact humain, ce qui est très difficile pour certains métiers. Donc, on doit se réinventer. Voilà. Bon. Et dans le cas de l'informatique, c'est sûr, c'est plus facile parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a le cloud, parce qu'il y a le contrôle à distance, le remote. Et du coup, ça nous met en position, David et moi, pour vous présenter une façon de travailler. Parce que David est spécialisé dans tout ce qui est cloud et hébergement, n'est-ce pas, David? Oui, je pourrais. Enfin, pour moi, c'est une des facettes, le cloud. Mais quelque part, c'est plus technique et je pense que ce qui nous intéresse, c'est plus la collaboration, qui est plus fonctionnelle. Mais je veux pas t'interrompre dans le raisonnement. Je voulais juste que tu te présentes ou que tu présentes justement l'importance de ce que tu fais, parce que tu Mm. toute une plateforme humaine et cette plateforme humaine gère des plateformes techniques cloud critiques pour différents types de clients de plus ou moins taille. Et ça, tu le fais depuis le Maroc pour la France, etc. Donc c'est l'importance de ce que tu fais à distance depuis un seul lieu, sans rencontrer les intervenants, qui fait que tu peux gérer plusieurs gens, plusieurs process, et tu les pilotes depuis ton outil spécial Tracker, là, qui te permet de tout piloter. Et récemment, avec Dolibar, qui te permet d'interfacer à Tracker justement le pilotage de la facturation, du recouvrement, de devis, etc. Donc, je pense que si tu veux parler de ça, à savoir que toi, depuis un seul lieu, tu pilotes des tas d'équipes et des tas d'aspects via la collaboration à distance de tout ce que tu gères comme département, c'est un bon témoignage déjà. D'accord. Alors, je vais rebondir. Donc, pour ceux il y a quelques personnes que je connais personnellement sur les intervenants, mais j'ai pas le temps de tout découvrir et de tout scroller. En quelques mots, comme Tao l'a introduit hier soir, nous sommes associés au sein de Webpick et je gère un peu les opérations de Webpick depuis 2 ans. Et puis en parallèle, j'ai une structure à Paris qui justement s'appelle Pilot Systems, donc qui est plutôt orienté pilotage justement, et qui est très orienté cloud et infrastructure. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit peu les deux visions. C'est-à-dire que j'ai une vision qui est une vision extrêmement technique d'infrastructure, donc les choses qu'on ne voit pas et qu'on utilise, mais sans forcément les comprendre. Et puis une vision qui est plus orientée sur des livrables avec ce qu'on fait chez Webpick, mais c'est pas l'objet n'est absolument pas de faire les publicités de nos structures, mais de donner des exemples. Une anecdote qui va faire sourire pas mal de gens sur ma structure parisienne. Je suis monté sur 2017-2018 jusqu'à 2 ans de présente, 2 ans d'absence physique dans les locaux. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui n'est pas énorme, hein, qui est de 5 personnes, et c'est des grands spécialistes dans leur domaine d'activité. Et pendant 2 ans, je les ai jamais vus, en sachant que c'est des gens qui sont très geeks et qui détestent les visioconférences. Et donc, on se voyait même pas dans des visioconférences. On ne fait que écrire et parler de temps en temps. C'est extrêmement important. Donc, pour nous, tout ce qui est confinement, tout ce qui est à distance... Allô, allô, ça a coupé. Ouais. Pour nous, on m'entend toujours, Gadi? Ouais, je crois qu'il y a eu un petit bug. Tout ce qui est confinement et travail à distance, c'est en fait quelque chose qui est tellement naturel que ça nous fait presque bizarre d'en parler. Alors, ça, c'était pour planter le décor. Moi, je pense que c'est hyper important de faire le tour de cette table ronde pour comprendre
qui est là, quels sont les domaines, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, quels sont les domaines d'activité, et quel est l'intérêt dans tout ce qui est remote, tout ce qui est collaboratif, et tout ce qui est pilotage au sens management. Et je prenais hier soir l'exemple de notre cher ami bloqué à Paris, Hamza, qui parlait de tout ce qu'ils sont en train de faire en termes de management à distance, alors que ce sont des industriels. Et donc, il y a une notion de pilotage qui est extrêmement importante dans le remote. Et donc, c'est absolument pas un discours qui est uniquement axé sur l'activité de service et l'activité IT. Donc, je sais pas, moi, j'ai un ordre de personnes. J'ai Mehdi, Tao, EBF, donc sûrement Younes, et ensuite j'ai Adnan. Je ne sais pas si c'est le même ordre que vous, en haut dans la liste des gens. Écoute, tu peux faire soit comme ça, soit plutôt, laisse-moi t'aider, je vois Omar qui s'est présenté en texto. Omar, tu veux bien prendre la parole et te présenter, dire comment… Okay. Et Omar, c'est bon, oui. On te voit, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Donc, pour me présenter, j'ai une société de bougies ici même à Marrakech. On fabrique des bougies parfumées et tout ce qui est senteur. Et notre particularité, c'est que vraiment on valorise notre artisanat marocain en associant une touche de design. Et on travaille avec des coopératives de femmes essentiellement, à Essaouira pour tout ce qui est collection Rafia, avec des tisserands ici qui nous font tout ce qui est sabra. Donc, en fait, c'est vraiment un écosystème durable où tout est fait main. Il y a cette valorisation du fait main aussi. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'ai commencé à entreprendre l'idée de lancer mon e-shop début septembre parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ce type de vente multicanal, sachant qu'il y aura de moins en moins de contacts. Et le but, c'est vraiment de garder cet esprit fait main et le rendre encore plus productif. Maintenant, je ne sais pas comment arriver à mettre en valeur mon e-shop. C'est ça ma problématique aujourd'hui. Raconter l'histoire. Est-ce qu'il faut faire plus de vidéos, montrer le process du fait main? Voilà, c'est toutes ces questions-là au niveau storytelling où je dois travailler le plus et d'où ma présence dans cette table ronde. Écoute, merci. Je vois Adnan. Adnan, tu te présentes? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Adnan Aboulouazi. Je suis cofondateur de la société Virtualistique. C'est un studio qui est spécialisé en virtual production en temps réel. On utilise la 3D, on utilise tout ce qui est cloud computing machine pour faire du rendu 3D en temps réel. On est basé à Sidi Rani, à Marrakech. Donc, pour tout ce qui est travail à distance ou bien utilisation de ressources à distance, nous avons toujours utilisé Amazon ou bien IBM ou bien Alibaba, les ressources des serveurs Alibaba et Amazon. Donc, on fait ces utilisations par rapport à nos besoins. On loue des machines redondantes en parallèle pour vraiment faire des calculs à distance. Et pour tout ce qui est collaboration, nous utilisons des softwares gratuits comme Bitrix 24. Donc, c'est un software gratuit qu'on peut l'utiliser jusqu'à 12 personnes à la société. Donc, c'est tout. Ok, merci. Je vois Maria Sadak. Je ne sais pas si je la connais ou pas, qui s'est connectée et qui était super intéressée par cet atelier aussi. Donc, Maria, tu veux bien te présenter et dire éventuellement ce que tu attends de cet atelier? Oui, bonjour. Je m'appelle Maria Sadak. Je suis dermatologue au privé. Et donc, ça m'a intéressée parce que justement, on a un souci maintenant avec le virus Corona pour consulter les gens en téléconsultation et télétravail. Comment
comment être sûr qu'il n'y a pas que c'est les règles réglementaires, les outils qu'on utilise, que ce soit vidéo, WhatsApp, Skype ou autre, comment se faire payer. Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose. Je sais qu'il y a Dabadoc qui fait du télétravail, mais ce qu'il offre, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce que les vidéos sont enregistrées. On va éviter de taper dans des fournisseurs ou des… Pas du tout. Et je pense qu'ils ont leur réglementation. Sauf que, est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer? C'est ça la question. Est-ce que je suis obligé d'adhérer à des choses comme ça? Je vais reprendre la parole pour répondre à la fois à Maria et dire un mot sur Adnan. C'est sûr que si le but n'est pas de rentrer dans la problématique de chacun, parce qu'on est beaucoup et donc on va passer 1h30 à le faire, c'est très intéressant et ça sera pour moi la suite de cette table ronde. Pour information, j'ai un document sur lequel je suis en train de prendre des notes que j'ai partagé avec Mehdi et je profite pour donner l'URL ici. Donc ceux qui veulent font une demande d'accès et je validerai en temps réel puisque je verrai tout de suite la demande. Et donc on peut noter les choses, noter les noms, noter les outils sur lesquels on va taper, il ne faut pas le dire. Sur ce que disait Adnan, il a parlé d'outils gratuits. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre les notions. Dans les outils, que ce soit Dabadoc, Betwix 24 et plein d'autres, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories. Il y a une première catégorie qui sont les applications qu'on loue. Alors le nom un peu technique, c'est SaaS, Software as a Service, et c'est les applications qu'on loue. Et ce qui est bien, c'est que ça ne nécessite aucun investissement. C'est-à-dire qu'on va sur le net, on prend un abonnement, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant, parfois c'est au début gratuit, ensuite payant, ça dépend des business models de ces éditeurs. Une autre façon de faire, c'est d'acheter un logiciel et de l'installer. C'est une façon qui est un peu plus ancienne, on va dire. Il y a une troisième façon de faire qui est la même chose que la deuxième, mais d'utiliser, alors on utilise beaucoup le mot gratuit, mais le bon nom c'est open source, c'est-à-dire du logiciel libre, et ça c'est une des spécialités, notamment de Mehdi et notamment de Pilot Systems à Paris que j'opère, c'est de prendre des logiciels qui sont des logiciels libres, qui sont construits par des éditeurs dans un certain modèle, ou alors par des communautés, encore mieux, et il n'y a absolument pas les problèmes soulevés par Maria, parce que Dabadoc, c'est un peu la même chose que Zoom. On utilise aujourd'hui un outil qui a été extrêmement mis en cause récemment. Alors, ils ont corrigé leur façon de faire, mais ils aspiraient des informations, des datas, ils aspiraient les carnets d'adresses des gens qui se créaient des comptes, etc. Et ils consolidaient des bases de données et ils transmettaient, je crois, à Facebook ou je ne sais plus à qui, les datas. Donc ça, je pense que Maria fait référence à ce point-là, c'est qu'il y a énormément d'outils disponibles, c'est une sorte de grande jungle, et il y en a 10%, 20% qui sont pas des malwares, mais des outils qui peuvent nous causer des dommages, ne serait-ce que indirects, en aspirant nos données. Et on n'a pas envie de ça, et c'est pas parce qu'il y a le virus qu'on a envie d'avoir, comme le disait quelqu'un sur LinkedIn ce matin, on n'a pas envie tous de se mettre un bracelet électronique volontaire uniquement parce qu'on a une crise sanitaire. Il faut garder nos valeurs, on ne fait pas de politique ici, on veut simplement garder notre liberté, celle qui existe dans les différents pays et régimes, et spécialement dans le Royaume du Maroc, il y a un pays de liberté, on veut garder ces libertés et on n'a pas envie de devenir esclave d'un éditeur par des mauvaises pratiques. Voilà, c'était une petite précision. Peut-être on continue les présentations. Qui veut prendre la parole? Oui, j'aimerais juste rebondir justement par rapport à ce point-là qui a été évoqué par Maria, qui concerne justement donc. Présente-toi d'abord, Souleymane. Alors moi je suis, c'est Souleymane Jiti. Alors, je suis entrepreneur dans le domaine de l'artisanat et du tourisme. Donc je suis restaurateur et je vends justement donc des produits d'artisanat et j'opère également. Je fais quelques visites de la ville de Marrakech pour les professionnels. Je voulais justement rebondir par rapport à ça parce qu'il y avait une question qui m'avait intrigué la fois dernière. C'était justement comment ça se passait par rapport
aux visites médicales aujourd'hui et surtout aussi pour les gens qui se rendent au CHU. Donc, et ça m'a interpellé très rapidement après l'intervention de Maria, qui est dermatologue. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose même au CHU, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, je pense, une base de données des Marocains, ne serait-ce que par rapport à aux analyses du sang. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens que je connais qui sont partis pour faire le test du corona, donc du Covid, et là, ils se sont retrouvés d'abord à faire des prélèvements sanguins. On perd énormément de temps, alors que c'est dommage, je trouve aujourd'hui, qu'au Maroc, on n'a pas encore justement une base de données où automatiquement, quand tu es accueilli dans un hôpital, eh ben, il y a un dossier médical de la personne qui est déjà sur un cloud où tous les Marocains sont référencés avec leur type de sang et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la gestion d'une pandémie, c'est quelque chose qui devient prioritaire. Il faut absolument faire des recommandations au gouvernement pour la mise en place d'une plateforme sanitaire à gérer de façon sécurisée, bien évidemment, où les dossiers médicaux des gens, ça va aider d'ailleurs par rapport à la CNSS, le remboursement des médicaments. Et donc voilà, encore une fois, des choses qui vont s'interférer, donc des plateformes qui vont se connecter et demain, dans le cadre de la gestion d'une pandémie, parce que c'est quelque chose, moi je pense, et beaucoup de gens le disent, qui va devenir beaucoup plus récurrent. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Il faut se préparer et c'est aujourd'hui le moment justement de penser à ça et de le faire et d'agir très rapidement. Voilà, c'était pour rebondir sur le club. Merci Souleymane, c'est un point qui est évidemment passionnant et extrêmement important. Je pense que tu me diras, Taoufik ou Mehdi, ce que vous en pensez. On dépasse très très largement le cadre de cet atelier. Hélas, surtout que c'est une vision qui est nationale, voire internationale. Et à titre personnel, je connais très bien les gens qui ont fait le DMP en France, le dossier médical personnalisé. Donc ça touche le DMP, ces notions-là. Et au bout de 15 ans, le projet n'a pas abouti. La France n'est pas forcément un exemple pour beaucoup de choses. On le voit avec la gestion des masques, etc. Mais il y a des très bons experts, y compris en informatique. Et c'est des sujets qui sont ultra complexes. Et je vois absolument pas comment est-ce qu'on pourrait contribuer avec une table ronde qui est beaucoup plus générale que ça sur le remote et peut-être plus axée indirectement sur le bien collectif, puisque en gardant les entreprises et les structures, ben, c'est pour garder le niveau d'activité globale du pays. Mais je pense qu'on est un peu plus, Taoufik, tu me dis si je me trompe, hein, un petit peu plus orienté sur quand même les entreprises. Pour garder quand même un petit port ouvert, pour parler ton langage, il faudrait imaginer que les gens qui s'expriment ici, ils expriment un mal qu'ils ont vécu ou qu'ils ont partagé ou qu'on a partagé avec eux. Et ils s'attendent à ce que les gens, les experts du digital, malheureusement que vous représentez dans cette table ronde, en fait, vous allez sortir avec des challenges que d'autres experts, que d'autres entrepreneurs, voire vous-même, allez porter sur vous cet après-midi ou demain, mais en mode continu. Et notamment ce que dit Souleymane, il dit que si ce hackathon doit gérer la crise et donc un timeline de quelques semaines, voire quelques mois, il doit aussi porter la voix ou le challenge de quelque chose qui semble être une crise, mais ce n'est pas vraiment puisque ça va durer. Et quand ça va durer, on ne parlera plus de crise, mais on va parler d'une nouvelle réalité. N'est-ce pas, Souleymane? Donc, ce que je dis, c'est que l'idéal, c'est qu'on s'aide ici à parler de la thématique en particulier, comme ça on profite au maximum de la présence de David et de Mehdi, mais que globalement, on aimerait parler de ces challenges de téléopérer son business, téléopérer sa société, sa production, ces sujets-là. Et je pense que plein d'entrepreneurs que j'ai identifiés qui sont là, qui sont présents, pourraient non seulement donner des témoignages, mais aussi poser des questions ou critiquer des propositions, mais critiquer dans un sens positif. D'accord. Alors, justement, pour rebondir, Moustapha vient de poser une question. Donc, Moustapha, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Non, on te connaît, je pense. Oui, bien sûr. Peut-être pas. Avec plaisir. Très bien. Donc, justement, alors, Moustapha, moi, je suis entrepreneur. J'ai une société, une structure d'intervention dans le domaine de la formation et de l'accompagnement.
Donc aujourd'hui, la formation, bien sûr, c'est le côté présentiel qui est important et le côté un peu côté accompagnement collectif, notamment les aspects émotionnels. Donc dans nos formations, par exemple, pour qu'il y ait un changement de comportement, c'est important d'aller dans le côté émotionnel de la personne, comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors aujourd'hui, bien sûr, qui dit confinement dit changement de manière de faire, changement d'outils, je dirais. Et aujourd'hui, on se rend compte avec certains pairs qu'il y a des freins au développement de nos activités, notamment certains freins digitaux. Alors, justement, la question que je me pose et que je poserai aussi à l'ensemble des personnes ici présentes et à vous aussi, c'est quels sont les freins, les principaux freins au déploiement de la collaboration à distance. Voilà. Alors, Mehdi, est-ce que c'est une question qui t'inspire? Tu veux prendre la parole? Il y a déjà On a un problème de son, Mehdi. vous m'entendez ou pas? Oui, là c'est mieux. Là, c'est mieux. Il y a un aspect intra et un aspect extra dans la collaboration, à savoir que de qui on parle. Est-ce que vous parlez de votre client, dans le cas de Maria, de votre patient, de votre client, ou bien est-ce que vous parlez d'un collaborateur interne qui va avoir une tâche bien précise? Donc, dans le cas de l'intra, il y a des systèmes qui permettent de collaborer, de suivre de la gestion commerciale, de la gestion de facturation, de la gestion de production, de la gestion de projet, etc. etc. Donc, et il y a le moyen de mettre quelque chose en place grâce aux acteurs locaux et nationaux. Donc, hier, on a vu un acteur qui est très important, qui est Hamza Dial Genius. Parce que lui, il représente une structure locale, Marrakchi, et il peut permettre de l'hébergement de solutions. David aussi permet ce type d'hébergement de solutions via sa structure parisienne. Donc, on a déjà des acteurs qui sont présents dans le réseau de EBF et qui, grâce aux solutions open source dont David a parlé, permettraient tout de suite de mettre en place les solutions de collaboration entre collaborateurs internes, mais aussi avec des clients finaux. Donc, dans le cas de Omar, de son e-shop, ou dans le cas de Maria, pour ses patients, il y a la possibilité d'avoir des systèmes propres à eux-mêmes, c'est-à-dire open source, installés sur leur propre hébergement, avec leur niveau de confidentialité, qui leur permettrait d'interagir sans enregistrement, sans espionnage, sans asservissement à un fournisseur, et donc pourrait petit à petit, parce que ça doit se faire petit à petit, hein, c'est une transformation, comme l'a dit quelqu'un, c'est une crise de transformation éventuellement. C'est pas une crise dans le sens où un effondrement, nécessairement un effondrement, mais une crise de transformation. Tout le monde doit se repenser. Le cloud, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est réseau, tout ce qui est provider, va participer à cette transformation. Et donc, du coup, dans le cadre du e-shop, il y a des outils comme WordPress avec WooCommerce qui permettent de mettre en place un système e-commerce avec de la vente, avec du suivi de vente, etc., avec tous les acteurs de livraison, de logistique et les protocoles de sécurité qu'ils ont très vite mis en place permettraient d'atteindre le client final, que ce soit pour de la vente de bougies ou bien d'autres produits artisanaux. Et dans le cas de patients, c'est vrai, dans le cas de patients, généralement, donc moi j'ai eu affaire à un ophtalmo et ma mère avait une conjonctivite, je lui ai envoyé une photo via WhatsApp et comme ça il a pu faire son diagnostic. Mais s'il doit faire un fond d'œil, ça demande du spécifique, ça demande un matériel spécifique qui est le matériel de fondeur ou de fond d'œil. Et donc là, on est obligé de se déplacer in situ chez le spécialiste. Donc, si vous êtes dans le générique, dans le général, avec une interface technologique qui peut être portée chez le client, ou que le client peut louer ou acheter ou avoir par une logistique par exemple, je fais une simulation, on envoie Glovo, on envoie quelqu'un, un prestataire de logistique qui va se déplacer chez le client avec toutes les mesures de sécurité, qui va prendre une photo
de la région de la peau qui est concernée par le patient et qui ramène, et donc le Glovo ou quelqu'un d'autre ou l'autre acteur de logistique revient chez Maria pour lui remettre l'examen. Donc on peut penser à ça dans le cas d'un examen spécialisé qui nécessite un matériel. Et si c'est quelque chose de plus généraliste avec une conférence, bon, soit les gens utilisent WhatsApp, soit utilisent à ce moment-là un outil open source. Voilà comment moi je vois les choses aujourd'hui. Quelles sont vos opinions, quelles sont vos réactions? Alors moi j'ai une réaction à chaud. Il y a un sujet majeur de signature électronique parce que dans l'ordonnance que va signer Maria ou je ne sais d'autres, dans le contrat que moi je vais signer où l'entrepreneur va valider une livraison ou autre, il y a cet aspect de signature électronique. On avait mis à EBF quelqu'un sur le sujet, ça fait 2-3 mois, qui avait trouvé quelques difficultés à nous faire valider notre signature électronique en tant qu'EBF auprès de Barid al-Maghrib. Je pense qu'il y a un challenge, il y a un vrai défi là-dessus. Peut-être que la solution est déjà là, donc le challenge serait autour de la vulgarisation, de l'accompagnement là-dessus. Oui. Je peux répondre à Mehdi? Ces sujets sont des sujets ultra bateaux, Tao. C'est-à-dire que la signature électronique, elle est faite dans tous les pays. Ça nécessite des infrastructures qu'on appelle les infrastructures PKI, Private Key Infrastructures. Il y a toutes les briques logicielles qui existent en open source. C'est uniquement une question de process et de volonté. Et quand on est au Maroc et qu'on veut porter le Maroc, donc ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est justement la valeur de la mondialisation et de l'internationalisation des échanges qui a été évoquée hier, c'est que on a toutes ces solutions existent et c'est extrêmement facile à implémenter. Demain, en une semaine, on peut monter une infrastructure PKI opérationnelle, peu importe à quel niveau de la collectivité ou de l'État. Ce qui est compliqué, c'est de former les gens à leur utilisation, de leur faire comprendre qu'une signature électronique, c'est pas de scanner une signature manuscrite. Encore aujourd'hui, dans pas mal de pays, si on fait un sondage, on va avoir ce genre de réponse. C'est absolument pas le cas. Les impôts en France sont payés avec une signature électronique depuis depuis 10 ans ou 5 ans ou je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas depuis très longtemps. Et il y a énormément de gens qui pratiquent la signature électronique sans le savoir dans beaucoup de pays. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit transparent pour l'utilisateur qui n'a pas à savoir quelles sont les contraintes techniques qu'il y a derrière. Il doit connaître les contraintes fonctionnelles. Et c'est ça le maître mot. Donc demain, on peut le faire, Tao. Le problème, c'est, par exemple, quelle est l'autorité de certification? Est-ce qu'il y a une autorité de certification au Maroc? Quelle est-elle? Est-ce qu'elle est en place? Est-ce qu'il ne faudra pas 3 mois pour qu'il y ait comme on appelle ça, une AC, c'est l'autorité de certification. Est-ce qu'une autorité de certification est déjà existante? Sûrement, je ne connais pas. Mehdi, est-ce que tu le sais, s'il y a une AC au Maroc? Je vois Souel qui parle de la Poste Maroc. Moi, je suis extrêmement dubitatif, Souel, et je pourrais te laisser la parole pour répondre, mais j'ai un compte, on parle bien de Barid Maghrib. Si c'est Barid, c'est les gens qui ne sont pas capables d'avoir un site web et qui ne sont pas capables d'avoir une banque en ligne sur laquelle on puisse se connecter pour consulter un compte. Donc des gens comme ça qui font la signature électronique, pour moi, c'est une catastrophe. Mais j'espère que tout ça sera perfectible. Je vous laisse répondre là-dessus. Bonjour à tous. Bonjour David. Alors, juste pour rebondir sur ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que quand on regarde le site web, c'est affreux. C'est même catastrophique, je dirais, parce que ça ne marche pas tout simplement. Et quand on parle de signature électronique, la moindre des choses, c'est d'avoir justement une plateforme assez
assez performante pour faire cela. Et en fait, moi, je l'avais vu juste comme ça en publicité et je voulais regarder un peu plus en détail ce sujet et malheureusement, j'étais assez déçu, tout à fait comme vous, quand j'ai vu le résultat. Alors sinon, on a un commentaire sur Barry de Banque, ce qui me paraît logique. Pourquoi pas, c'est une autorité bancaire supérieure qui est Certificate Authority au Maroc, nous dit Ismaël. Je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Et en tout cas, merci pour cette information. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pratiqué la signature électronique dans leur quotidien ou dans leur entreprise, y compris contractuelle, c'est-à-dire privée? Alors, il y a une forme de signature électronique que beaucoup d'entreprises utilisent, c'est celle pour accéder au marché public. Parce que le marché public, depuis quelques temps, ils ont instauré des opérations digitales et il est il n'y a pas moyen d'accéder au marché ou de répondre au marché sans qu'il y ait au fait cette signature électronique, mais je ne suis pas super avisé là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est. Il me semble qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, je pense que c'est chaque service, comme tout ce qui est douane, tout ce qui est dépôt de documents pour les architectes, etc. Chaque autorité a son propre certificat. CNSS avait avant un certificat pour Damancom, mais donc là, le concept de signature électronique existait déjà. Via le navigateur, on installait un certificat et on accédait à Damancom jusqu'à ce qu'il change de plateforme pour que ce soit beaucoup plus facile. Mais le problème qui arrive, enfin quand je fais des supports des télé maintenant, c'est quand le poste est utilisé, il faut redemander un certificat et le réinstaller parce qu'il a un usage unique. Donc, la question, pour répondre à David, ce serait comment créer un système de certificat, d'autorité de certificat marocain central par rapport aux identités. Donc, ça, il faudrait voir avec les autorités, il faudrait que quelqu'un se connecte aux autorités pour qu'il y ait un schéma global, national, même pas local. Enfin, qu'est-ce que tu en dis, Tofek? Est-ce qu'on peut démarrer avec un process local, le temps de le tester et après qu'il devienne national? C'est faisable ou c'est l'inverse qui doit être envisagé? Bonjour, je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, vas-y, Sidris, vas-y. Oui, Tawfiq. Donc, pour la signature électronique, pour les marchés publics, moi, j'en sais quelque chose parce qu'effectivement, on a participé à des marchés publics. On n'a pas la signature électronique. Effectivement, il faut passer par Balai del Maghreb, par la poste. Et c'est un fiasco. Pourquoi? Parce que à chaque fois, dans les ouvertures de plis, dès qu'il y a quelqu'un, une boîte qui soumissionne via en électronique, ben l'appel d'offres, dès qu'il y a un problème de connexion, eh ben l'ouverture des plis, elle est arrêtée. Ils sont obligés par la loi d'arrêter l'ouverture des plis. Je pense que franchement, il y a une recommandation à faire dans ce sens, de façon à effectivement faire en sorte que cette signature électronique et la soumission électronique deviennent quelque chose de… D'abord, on va gagner en compétitivité et on n'aura pas les charges d'envoyer des gens à je ne sais pas combien de kilomètres pour déposer un dossier de soumission. C'est extrêmement intéressant. Mais d'un autre côté, il faut que le système marche. Et donc, là aussi, il faut mettre plusieurs opérateurs qui peuvent être habilités à faire ça. Voilà, à mon sens. Recommandation. Alors moi, je l'ai transformé en challenge dans nos documents. Ouais. Donc, on a un challenge d'amélioration et de la soumission au marché public et le fait d'être multi-opérateur pour éventuellement faire marcher une sorte de concurrence saine entre ces opérateurs et laisser le choix. Ok. Alors, je voulais juste… Pardon. Oui, pardon, allez-y. Pardon, je suis Driss Lbat, je suis cofondateur de la société ADK Media qui est entre autres spécialisée dans l'hébergement web, nom de domaine, certificats de sécurité et autres. Donc je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice et parler un petit peu des certificats. Bon, comme a dit David, les certificats, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, que ce soit les certificats de signature d'email ou bien de signature de documents.
Par exemple, si je veux envoyer un email ou signer électroniquement à Tawfiq qui me connaît, il va juste voir que cet email est bel et bien envoyé par Driss Lebbat de la société ADK Media. Mais ça resterait juste entre moi et Tawfiq. Le challenge qu'on a, c'est d'avoir une autorité de certification qui est reconnue légalement en cas de litige vis-à-vis au tribunal ou bien reconnue au niveau national. Et pour ça, la Poste est bel et bien une autorité de certification reconnue au niveau national, mais je vous accorde ce que vous avez dit, c'est que vraiment la façon avec laquelle il gère ce volet-là, il est vraiment catastrophique et qu'ils doivent l'améliorer parce qu'actuellement, c'est la seule autorité qui est reconnue au Maroc au niveau légal pour signer des documents ou signer des échanges. Après, côté infrastructure et côté technique, moi je sais, parce que j'ai côtoyé beaucoup les équipes de la Poste, vu que c'est toujours des clients et c'était des clients pendant très longtemps, ils ont des infrastructures vraiment à la pointe de la technologie. C'est vraiment un problème chez eux, c'est un problème de gouvernance et vraiment de dilution de services. Ils ont beaucoup de services et ils sont sur la banque, ils sont sur la poste, ils sont sur les colis, maintenant ils lancent des services digitaux. S'ils se concentraient sur 2-3 trucs qu'ils savent faire, ça serait pour eux vraiment très bien. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Non, merci beaucoup, Driss. En effet, moi, je me suis polarisé sur la partie web tout à l'heure. Ils utilisent une technologie qui est ultra ancienne, qui s'appelle WebSphere, pour ceux qui connaissent d'IBM, un serveur d'application d'IBM. Et c'est une catastrophe intersidérale et je ne comprends pas. Après, quand il y a des problèmes de gouvernance, on peut comprendre, ça excuse pas, mais on peut comprendre. Ce qui est important aussi de se rappeler dans ces challenges et dans ce hackathon, c'est qu'il y a le back-office, les infrastructures, et comme tu viens de le souligner, ils ont des infras qui marchent très bien et qui sont à la pointe, et j'en suis sûr, sur beaucoup d'aspects. Mais ce qui est aussi important, c'est comment est-ce qu'on communique. Et comme le disait Hassan Fnin hier dans son intervention que j'ai vraiment adoré, c'est que il y a presque du dédain envers, pour parler simplement envers les Marocains en général, à avoir du savoir-faire, à faire des infras qui marchent super bien et leur donner une interface qui est aussi pauvre et qui marche aussi mal. Et j'espère que par le développement de tout ce qui est collaboratif et à distance, on va, et donc le digital de manière générale, on va améliorer l'expérience utilisateur des Marocains dans leur vie quotidienne, que ce soit avec comme le disait Driss tout à l'heure, le premier Driss, dans la soumission à un appel d'offres, que ça soit en se connectant à une banque, que ça soit en faisant une démarche en ligne. Je suppose qu'on n'aura plus besoin bientôt d'aller faire la queue et de parapher un document pour une légalisation, puisque je crois que ça a été voté déjà, mais en tout cas, ce n'était pas en pratique. J'espère que ça va être mis en pratique rapidement, etc. Parce que l'interface utilisateur, au-delà de l'interface, l'expérience utilisateur, j'espère qu'elle va être remise à son juste niveau et d'une façon extrêmement centrale. Alors, je rebondis s'il te plaît, David, tu me tends une petite perche. Je veux composer entre du Maria, du Omar et peut-être ce que tu disais. L'interface devient un problème pour l'entrepreneur que nous sommes quand on veut impliquer nos ressources dans ce mode opératoire nouveau qui est le digital ou qui est la dématérialisation. L'interface, si elle n'est pas faite de manière extrêmement intuitive, dans une entreprise, on le sait, la connaissance, elle est nivelée. On a des acteurs qui sont totalement différents au niveau d'appréhension ou de compréhension du digital. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de créer des interfaces intuitives,
et utiliser des logiciels qui ont des interfaces intuitives. Par exemple, quand on a voulu choisir un outil pour ce hackathon, on savait qu'il y avait des gens qui avaient un peu peur de Zoom, qu'ils aient raison ou pas. Nous avions la raison de penser que non. Mais quand on a comparé l'outil à d'autres outils qui, eux, étaient plus sécurisés ou, on va dire, un peu plus rassurants, leurs interfaces ne convenaient pas au commun des mortels et devenaient en elles-mêmes une galère. Et donc aujourd'hui, vous qu'on interpelle dans ces tables rondes autour de la dématérialisation ou l'adoption de la collaboration à distance, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme challenge sur les différents, comment dirais, les différents rôles ou les différents processus de gestion d'une entreprise pour que les interfaces soient standards, qu'elles soient compréhensibles, ou alors qu'il y ait des outils pour former les gens à les utiliser. C'est un peu trop vague, mais ça démarre en fait d'autres questions ou ça interpelle d'autres interventions. Alors, ça m'interpelle beaucoup parce que justement, dans l'intervention de tout à l'heure, la question de l'interface par rapport à la boîte, la première chose qui est recommandée, c'est de la faire tester par le client final. Avant de lancer un site, avant de lancer une plateforme, de prendre un peu le public cible et de faire un prototype de cette interface. Et voilà, vous testez cet outil-là, vous testez cette interface-là et vous me dites qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous aimez voir, qu'est-ce qui est intéressant à modifier avant de le publier. Donc ici, je dirais c'est une des recommandations, c'est de vraiment tester l'utilisateur final, l'interface avec l'utilisateur final. Et je rebondis aussi sur une autre question, sur la question de la confiance. La confiance, c'est comment pourrait-on améliorer la confiance pour améliorer la collaboration à distance, que ce soit le client vis-à-vis de son fournisseur, que ce soit l'entreprise quand elle va déposer son appel d'offres via Internet, que ce soit le manager aussi avec son collaborateur. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans sur la question de confiance et notamment, comme disait tout à l'heure David, légaliser une signature. Voilà, on est plein dedans sur la question de confiance. Bonjour. Si je peux apporter une... Bonjour, c'est Toufer. Vas-y. Oui, Si je peux apporter juste une petite... Alors, mon intervention, c'est bref. J'aimerais aussi rebondir sur ce que tu disais, Toufer. Tout d'abord, je me présente, Jalal Hali. Allô? Oui, Jalal. Vous m'entendez? Oui, Jalal. Ok, Jalal Hali, un background en informatique, actuellement gérant d'une société dans le domaine aéronautique automobile. On a aussi ce challenge-là de télétravail et de dématérialisation. Mais ce que tu disais, Toufer, a du bon sens, c'est-à-dire maintenant, Dieu merci, Corona est là pour nous aider à changer ce mindset qui était anti-télétravail. Il faut vraiment en profiter au max. Donc là, il n'y a plus de barrières psychologiques, il n'y a plus de barrières culturelles. Et la vraie question, c'est vraiment de faire la réingénierie des process. Donc, tout ce qui est aspect technique, j'ai entendu vos interventions sur la signature électronique, c'est très, très important. Mais je dirais qu'à ce moment-là de l'histoire, ça serait vraiment très, très, très facile de convaincre les autorités et les intervenants de toute provenance d'y aller de l'avant avec une vitesse grand V et ça va se faire du jour au lendemain. Maintenant, le focus, je pense, c'est vraiment, comme on disait, retravailler les interfaces, retravailler les process et toutes les portes, à mon avis, sont ouvertes à ce changement sans aucune contrainte. Donc, il faut juste en profiter de ce momentum et pousser. Bon, voilà. Moi, merci. J'allais donner la parole à Driss. Oui, alors, merci beaucoup. Moi, je voulais juste apporter un petit éclairage par rapport à ce qu'a dit Toufer concernant les plateformes. Moi, je pense que c'est vraiment pas un problème. Il vaut mieux avoir plusieurs plateformes et plusieurs solutions que de ne pas en avoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je prends ma casquette de professeur à l'université parce que
là, j'interviens en tant que chef d'entreprise, mais à l'université, pendant 10 ans, les présidents d'université ont tout fait pour qu'on commence à travailler par des plateformes. Mais malheureusement, il y a eu une résistance qui a fait que ça n'a s'est jamais fait. Et en 2 semaines, vous voyez tout le monde maintenant qui fait ses cours en ligne, etc. C'est une dynamique extraordinaire. Au début, on a commencé avec Zoom, effectivement, et c'est très, très simple. Vous voyez un petit peu son application, elle est simple. Après, on nous a demandé de passer sur Teams et tout ça. Les étudiants étaient au début un peu perdus, mais maintenant, ils connaissent parfaitement l'ensemble des plateformes. Teams, Meet, Zoom, etc. Et je pense que c'est un gain. Je pense qu'on ne doit pas se focaliser sur standardiser une solution, mais plutôt justement laisser libre choix à tous d'utiliser la solution qui lui convient, mais surtout capitaliser sur ce qui existe, sur justement les pays qui nous ont devancés sur un certain nombre de choses et paramétrer selon justement nos propres besoins, faciliter. On le voit maintenant avec les gens, avec les subventions et les soutiens pour faire parvenir justement l'argent aux gens. Eh ben, écoutez, pour remplir les données, etc., ben, tout le monde s'adapte et finalement, ben, on n'est pas plus con que les autres, quoi. On arrive à justement s'adapter et on arrive à bien utiliser les outils. Voilà. Alors, Driss, merci beaucoup pour cette intervention. J'en profite pour rappeler qu'il y a peut-être 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau de la réaction dans l'urgence. En fait, pourquoi est-ce que tout le monde va sur Zoom? Pourquoi tout le monde va sur Teams? Pourquoi est-ce que le trafic de j'ai un trou, le précurseur Slack, pourquoi est-ce que le trafic de Slack a explosé depuis 2 mois, depuis 3 mois? Parce que ce sont des plateformes qui sont prêtes à consommer. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, on a un abonnement qui est gratuit au début, et puis ensuite qui est payant. Ça peut coûter très cher, très vite, mais c'est utilisable tout de suite. Taoufik, c'est toi qui paye la plateforme Zoom. Est-ce que tu peux donner un prix, juste pour illustrer? Un prix d'achat ou un prix de vente? J'espère qu'on ne vend rien avec le hackathon, donc on a pu acheter. Ça démarre avec pratiquement $15, mais après, ça dépend. $15, on peut avoir une centaine de participants. Mais après, pour certaines options, avoir un deuxième animateur, avoir plus d'espace de stockage dans le cloud de la réunion. D'ailleurs, Younes, qui est là, qui est notre CTO, je pense qu'on n'a pas appliqué une pratique extrêmement importante et moderne, c'est de prévenir les gens qu'ils sont enregistrés. Comme les centres d'appel qui vous disent cet appel va être enregistré. On ne l'a pas dit, donc on vous prévient. On le voit tout faire. Ok. Donc voilà ce que ça coûte. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. C'est en effet, des plateformes comme Teams, je ne connais pas le pricing de Teams, parce que c'est toujours particulier avec Microsoft, mais le pricing de Slack, ça peut coûter très cher sur les grosses équipes, puisque c'est quelques dollars par utilisateur par mois. Donc si vous en avez 100, bah, ça devient quelques centaines de dollars. Et là, on commence à avoir des postes de charge qui sont extrêmement importants, ramenés à une échelle au Maroc qui est un petit peu différente, puisqu'on n'est pas sur des mêmes niveaux, des rémunérations, le même niveau économique que certains pays européens ou les États-Unis. Et donc, $100 au Maroc, c'est plus que $100 aux États-Unis. On est bien d'accord. Donc, pour revenir à mon intervention, pour répondre à apporter un complément à Cédric, c'est la première réaction dans l'urgence. On prend ce qu'on a, c'est gratuit, c'est payant, peu importe, parce qu'on a besoin d'être opérationnel tout de suite. Ça, c'est un premier niveau. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Et réfléchir à la suite. Et avec une vision, sans avoir forcément la vision aussi grise que Mehdi. Je rigole. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si ça va revenir. Et de manière générale, c'est super d'être équipé et d'être prêt. Et pour ça, moi, je suis un grand apôtre de l'open source, donc du logiciel libre, et j'invite les énergies qui sont intéressées par le logiciel libre pour se poser la question, pourquoi est-ce que la Poste achète une licence d'un logiciel américain qui s'appelle WebSphere pour faire un site web au Maroc?
moi, je suis choqué. Parce que pour moi, ce sont des devises qui partent à l'étranger. Et le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue IT, vraiment général, hein, Taoufik, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, puisque dans EBF Foundation, il y a eu des discussions autour de Microsoft, par exemple, et de spécialistes autour de Microsoft. Eh ben, on est sur des technologies, quand elles sont difficilement remplaçables, en effet, c'est super d'utiliser ces technologies. Mais quand on a des technologies dites libres, open source, avec du code ouvert et de la transparence et des problèmes de sécurité qui sont gérables, pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'investissement dans les cerveaux marocains disponibles au Maroc? Et pourquoi est-ce qu'on ne finance pas, qu'on soit opérateur privé ou public, ou collectivité ou organisme étatique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne finance pas des entreprises marocaines pour construire des systèmes, pour héberger des systèmes, pour les déployer, pour les maintenir? Et tout ça, ça donne à manger aux Marocains. Et ça, c'est un sujet qui m'a toujours été cher, et j'ai jamais été suivi vraiment par grand monde, parce que c'était pas la question. Est-ce que, et là je m'adresse à tout le monde, est-ce que ça peut être un sujet de demain, ça peut être un challenge d'identifier les solutions logicielles qui sont financées par de la licence logicielle qui est reversée à l'étranger en euros ou en dollars, et est-ce qu'on ne peut pas remplacer par du savoir-faire, de la matière grise marocaine, et de garder de la valeur d'une façon intelligente et de construire au Maroc sur l'IT, sur le digital de manière générale. Si vous permettez, j'aimerais bien réagir sur ce qu'a dit Sidris et ce qui a été repris par David. Donc, une sagesse qui est celle que chacun doit trouver tout de suite une parade pour garder sa productivité, ses relations, son commerce, etc., en choisissant le système de son choix. Oui, c'est clair, c'est la meilleure stratégie. Maintenant, pour répondre à David qui a dit que j'avais une vision grise, en fait, qu'est-ce que je fais? J'essaie de travailler sur deux hypothèses simultanément. Je travaille sur l'hypothèse que, Inch'Allah, on va sortir de ce confinement. Il y a des procédures de déconfinement, etc., en se connectant aux pays étrangers, la Chine, et en dégageant un modèle de sécurité pour ne pas resubir le retour du virus, mais en même temps travailler sur un modèle un peu plus gris, comme dit David, pour ne pas être surpris au cas où on n'a pas une bonne réponse de la réalité. Donc, travailler sur un double modèle, un optimiste, un moins optimiste, pour ne pas utiliser le terme pessimiste, et où le deuxième serait de construire une utopie, qui est celle de le Maroc 2.0, c'est-à-dire complètement en ligne. Donc, avec une autorité de certification qui serait centralisée, qui serait étatique, avec des cerveaux, avec du cloud, avec nos propres outils de communication, d'hébergement, d'identification, de signature électronique, de réunion et de base de données médicales s'il faut. Et à ce moment-là, ça serait une société moderne qui serait capable de résister à toute attaque de virus ou autre, et où le contact humain est une option, et un luxe ou une option. Et donc, à ce moment-là, ça serait un challenge, éventuellement. C'est imaginer ce Maroc 2.0 intégralement à distance et connecté par les réseaux et par le cloud, comme dit David, marocain, donc hébergé au Maroc. En cas de coupure Internet, qu'est-ce qu'on fait si on a nos emails, c'est Gmail et qu'on dépend de Zoom? Imaginons qu'il n'y a plus de communication pendant une semaine parce que le câble sous-marin a été pété à cause d'un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Comment on fait pour échanger en intra? Donc, à ce moment-là, c'est là où des serveurs au Maroc, des serveurs de communication propres à nous et en autarcie nous permettraient de survivre pendant cette semaine de coupure. Donc voilà, moi, ce que je propose comme challenge. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, parfait. Bah, écoute, notons-le, s'il te plaît. Notons la signature électronique. Notons, c'était quoi déjà? Notons la formation ou le débat, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça, ou le renouveau des interfaces des outils qui sont déjà là. Qui va s'en occuper comment? J'ai noté un autre point, Tao, qui est une sorte de guide de solution. C'est-à-dire qu'on a, comme disait le Sidris tout à l'heure, il faut plusieurs plateformes et de multiples solutions, pas une seule, pas un seul opérateur.
et ça pose la question du guide de solution. Et j'ai dit à Maria, qui a posé une question tout à l'heure, je remonte dans le fil pour vous la relire, sur le deuxième problème, le mode de paiement. Tout Maroc n'a pas d'application de banque pour payer et on ne peut pas se déplacer pour Wafa Cash. Ça, c'était le second point. Et le premier, c'est des soucis de télétravail, l'éclairage, qualité de la caméra, pour pas bien voir, on ne voit pas bien les lésions, quels outils utiliser et est-ce qu'on peut avoir une formation. Donc ça, c'est quasiment, pas forcément des startups, mais en tout cas des projets entrepreneuriaux qui peuvent se monter avec des structures qui existent peut-être déjà, qui peuvent s'emparer de ces sujets et qui peuvent proposer des packages à consommer par les entreprises de manière générale, les professionnels de santé comme Maria, qui ont besoin de ça et qui sont prêtes, Maria, tu vas nous le confirmer, à payer pour ça, puisque c'est de la continuité de business, même si c'est de la santé, on ne parle pas comme ça, on parle de patient, mais c'est mal dit, mais vous comprenez l'idée. Je pense qu'un dermatologue peut acheter un pack d'outils, s'équiper, au même titre qu'il va acheter un appareil pour voir les lésions dans un cabinet, et bien il peut s'équiper pour voir correctement ou être formé correctement, et son staff peut être formé correctement pour faire de la téléconsultation intelligente. Donc pour moi, il y a une sorte de guide de solution et qui doit être dynamique et qui doit être alimenté par des fournisseurs, on l'espère marocains, mais il faut aussi prendre en compte plein de solutions internationales, et avec un filtrage, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle solution bidon qui peut être référencée. Donc il faut une sorte de comité de sages et d'experts qui puissent valider. C'est comme ça que ça se fait dans d'autres pays, qui vont valider les outils qui sont déployables pour les entreprises de manière générale, pour accélérer ce Maroc 2.0, pour reprendre l'expression de Mehdi. Moi, j'ai juste une petite recommandation, si je peux, s'il vous plaît. Je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas trop abusé du temps, mais j'ai une recommandation de sensibilisation, parce que je pense qu'on doit absolument aller vers ça, parce que les gens, ils ont quand même encore, bon, maintenant avec le Covid, ce verrou est un peu levé, mais il faut que ça le reste. Il faut la sensibilisation de l'utilisation des outils informatiques de simplification. Alors nous avons développé un outil de supervision à distance d'énergie. On le présente à toutes les structures et tout le monde le trouve absolument magnifique, très très bien. Mais malheureusement, il y a, pour le passage à l'acte, c'est-à-dire pour commander, eh bien, les gens sont un peu, on voit qu'il y a une réticence sur la transparence. On va voir les chiffres, on va voir un petit peu leur consommation d'énergie. Et tout ça, ce sont des choses qui vont à l'encontre de la compétitivité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose dans la tête qui nous empêche, malgré qu'on voit qu'il y a vraiment un gain et une valeur ajoutée dans un système qui est simplifié, eh bien, il y a quelque chose qui empêche. Je pense que dans les recommandations, et l'État a donné l'exemple, maintenant, beaucoup de choses sont en train d'être levées, des verrous sont en train d'être enlevés, pour que tout le monde, et je commence par les chefs d'entreprise, je commence par les entrepreneurs, il faut qu'ils enlèvent de leur tête justement, comme il a dit tout à l'heure Smaïl, dans l'autre table ronde, peut-être la loupe, la peur de la loupe du fisc ou de quelque chose, mais en tout cas, il faut absolument standardiser et faire en sorte que les outils informatiques prennent le devant. Voilà. Pardon. Alors, on en est où du timing? Il est 13h11. Je crois on a encore 15 minutes. Il y a 33 participants. Moi, j'aimerais beaucoup entendre ceux qui n'ont pas parlé. Oui. C'est une très bonne idée. Bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour. Désolé pour le retard, je venais d'atterrir. Justement pour un problème technique. Justement, c'est une expérience que je vais partager avec vous. Donc, supposons que nous sommes bien équipés de tous les équipements, tout va bien, tout. Mais le problème que nous avons, c'est justement l'infrastructure. Je parle côté réseau, côté télécom.
est-ce qu'il y a des initiatives par rapport aux opérateurs justement pour remédier à ces problèmes-là? Sinon, est-ce qu'on peut penser à leur demander de faire le nécessaire? Justement, là, de mon côté, je veux bien travailler de manière en fait à distance, mais je me trouve toujours devant ce problème-là. Donc, je m'équipe, j'ai tout ce qu'il faut de mon côté, mais côté opérateur, ça ne va pas. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui assurent l'infrastructure de ces échanges citoyens marocains, c'est vraiment les providers Internet. Donc, Maroc Télécom, Orange, Inouï. Donc là c'est sûr que on a besoin de leur qualité de service maintenant. Justement, je partage avec vous une expérience. J'ai perdu plein de marchés à l'échelle internationale justement à cause de ça. Mais ils disent, vous ne pouvez même pas vous connecter avec nous de manière très, très fiable. Donc, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance donc, justement pour le reste du travail? À ton avis, comment est-ce qu'on peut créer une représentation, je ne sais pas comment dire, une association de consommateurs par rapport à la qualité des prestations Internet, soit au niveau local, soit au niveau national, pour qu'on ait le maximum et au meilleur prix? Justement, le rapport prix-qualité aussi, on peut bien s'équiper d'une bonne fibre, mais il ne faut pas qu'elle coûte trop cher, surtout parce que moi j'ai perdu plusieurs clients. Ils sont des agences de voyage, ils n'ont pas les moyens de payer en ce moment. Donc, moi, mon chiffre d'affaires, il a chuté, quoi. Et donc, mais la fibre, elle me coûte cher, quoi. Elle me coûte. Pour moi, ça me coûte, on peut dire que ça me coûte 1000 dirhams par mois. Donc, pour une start-up, et ça ne marche pas. 1000 dirhams par mois et ça ne marche pas comme il faut. Donc, je dois ajouter une autre ligne, une troisième ligne. Donc, je vais être dans 3000, 4000 dirhams par mois. Donc, en ajoutant d'autres équipements, je parle, si on peut parler côté réseau, donc un load balancer, un truc comme ça. Donc, vous pouvez imaginer très bien comment ça va. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Est-ce qu'il y avait une question pour moi, c'est ça? Oui, que faire. Est-ce qu'il est possible de créer une voix, un collectif? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Oui, je t'entends. Et un porte-parole, donc un collectif, une personne en particulier, etc., qui va s'adresser aux providers locaux marocains pour leur dire, écoutez, vous avez un rôle national à jouer parce que tout est interconnecté. On se voit maintenant grâce à vous, grâce à la qualité de la fibre, grâce à la qualité de la 4G, etc. Et comme les gens ont perdu de l'argent, tous les prestataires, tous les libéraux, etc., ont moins d'argent dans leur poche. Est-ce qu'il est possible d'envisager une tarification spéciale crise ou spéciale Covid le temps qu'on s'en sorte? Parce que 1000 dirhams pour de la fibre ou 500 dirhams si on est dans les maisons par mois alors qu'on gagne moins d'argent, c'est un problème. Franchement, je te réponds comme a répondu Driss Belkhiyat, qui disait, je lis exactement ce qu'il a dit, je pense franchement que les opérateurs télécoms proposent des services qui permettent de travailler. Maintenant oui, nous, dans notre ville ou là dans notre région, on a les bons contacts, donc il suffit qu'on ait un discours structuré pour le porter de manière structurée, avoir une réponse structurée. Mais il faut faire le distinguo. Je pense que la plus grosse partie de notre trafic aujourd'hui n'est pas nécessairement dans le business. Ça d'une. Et de deux, en toute honnêteté, je pense que ce qu'on perd dans la 4G ou une connectivité ou une ligne fibre optique à 1000 dirhams, on le gagne massivement aujourd'hui en termes de logistique, transport. Franchement, juste les gardiens, moi, ça me prenait entre 400 et 600 dirhams par mois, je pense. Donc aujourd'hui, je place les 400 dirhams sur un plan supérieur en connectivité. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est nous les entrepreneurs,
qu'on peut réguler notre connectivité? Est-ce qu'on sait utiliser ça? Est-ce qu'on sait utiliser les bons outils? Et est-ce qu'on n'abuse pas? Je pense que, en tout cas, ce n'est pas un challenge qui me paraît pertinent par rapport à cette table ronde. Voilà. Alors peut-être qu'on peut, merci Si Mohamed pour l'intervention. Est-ce qu'on peut, on peut faire intervenir et se présenter quelqu'un qui n'a pas encore parlé? J'ai vu une intervention tout à l'heure sur l'utilisation dans des marchés publics. Je ne me rappelle plus qui c'était, qui parlait de clés achetées 1500 dirhams, et j'invitais la personne à se présenter. Bonjour tout le monde. C'était moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Alors, c'est Salima Al-Mourayed et je suis gérante d'un bureau d'études spécialisé en ressources humaines. Mais parmi mes clients, c'est surtout la région de Marrakech. On forme les élus et les fonctionnaires de la région. Oui, pour accéder au marché public et à la signature électronique, on doit acheter une clé à 1500 dirhams. Mais comme a dit M. Driss Belkhayat, on a souvent un souci de connexion. Ce dont je voulais parler, c'est... On ne vous entend plus. Non, j'ai désactivé le... D'accord. Alors, quand vous parlez là de Zoom et des techniques, de la nouvelle technologie pour organiser les formations, je trouve qu'on oublie une partie de nos bénéficiaires des formations. Par exemple, dans la formation pour les élus, nous avons des bénéficiaires qui sont des élus, des collectivités où il y a un problème de réseau téléphonique. Alors, aller à parler d'une application et oui, on vous entend, Salima. Donc il y a des soucis avec le téléphone. Un grand souci avec les personnes qui sont dans des zones périphériques où il y a un grand problème de réseau. C'était ça mon souci. Et merci. Alors, Salima, merci pour ce point qui est un point opérationnel. Et c'est vrai qu'on a des discussions en parallèle sur le chat où on vante la qualité ou l'absence de qualité de la fibre à 100 mégabits par seconde. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des gens qui ont même des problèmes pour téléphoner. Hier, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis confiné à Ourika, même bien après Ourika, puisque c'est 15 km plus loin qu'Ourika, dans les montagnes vers Guerferouane. Et là-bas, on a de la chance d'avoir Orange qui a mis du 4G. Donc, c'est grâce à ça que je peux être avec vous aujourd'hui. Et on connaît vraiment très bien ici ces problèmes de connectivité. Je pense qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y a des notions de déplacement intermédiaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des endroits où il y a du réseau, parce que rapidement, il y a du réseau. Dès qu'on dépasse une montagne, dès qu'on va quelque part, donc on peut imaginer des déplacements, un petit peu comme à Emerging Business Factory, où on a des cabines téléphoniques pour ne pas déranger les gens dans les open space de travail. Eh bien, on peut imaginer des sortes, et ça peut être un challenge, pourquoi pas, grâce à vous, Salima, une sorte de cabine téléphonique, un peu visioconférence. Ça nous fera penser au webcafé, et qui permettrait aux gens qui stand de connexion, comme nous le dit merci Adil, un stand de connexion et qui éviterait d'aller à Marrakech, mais qui permettrait de faire 2 km ou 3 km, donc quelque chose qui est beaucoup plus acceptable, à la fois dans le cas de figure de la pandémie et du confinement, et acceptable et utile pour éviter des déplacements inutiles qui coûtent cher et qui prennent du temps,
en période, on va dire, un peu plus standard vers une évolution Maroc 2.0. Mehdi, tu nous as mis ça dans la tête. Oui. Donc, je ne sais pas, Salima, est-ce que vous en pensez? Oui, c'est en ce qui concerne notre part, que ce soit en tant que prestataire ou que ce soit la région, nous avons tous les outils nécessaires pour faire des séminaires ou animer des séances de formation dans les normes. Mais je parle surtout des bénéficiaires. Quand je dis des bénéficiaires, c'est-à-dire que nous avons parfois dans des formations entre 20 à 30 participants dans de grandes salles et une grande partie d'eux auront un grand problème pour se joindre à nous sur des visioconférences. Et aussi, la formation, les formations que nous animons, ce sont des formations de type technique et qui durent une journée à deux. C'est-à-dire nous avons minimum 6 heures de formation avec une pause café ou une pause café, une pause déj. Alors là, pour qu'ils restent connectés tout ce temps-là, ça sera, je crois que ce sera un peu difficile. Alors, il faut penser certainement à autre chose. Nous avons aussi un autre souci de discipline. Ce sont des responsables. Ce sont des responsables, que ce soit de communes ou des fonctionnaires. Et en les amenant pour une formation dans un local spécifique, on arrivait à gérer ça. Le souci que nous évitions comme ça, c'est que on essaie d'éviter au maximum leur contact avec les responsables, avec les gens qui viennent leur présenter leurs problèmes ou soucis. Mais là, quand il sera là-bas, dans la commune ou chez lui, la population aura accès à lui. Il ne peut pas vraiment se concentrer sur la formation. Alors, Salima, Madame Salima, je vais vous répondre sur quelque chose, une question en fait qui est sous-jacente à tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'on vit un changement de paradigme, on vit un changement de mode de pensée, de mode opératoire, de façon à arriver à un résultat. Donc, quand vous dites à très juste titre que c'est une formation qui est technique, qui dure 6 heures, avec une pause café, avec un niveau de concentration important, en fait, le paradigme, c'est pas la solution n'est pas de transférer un mode physique en mode à distance. C'est en fait, par exemple, de scinder les modules de 6 heures en 3 modules de 2 heures ou en 6 modules d'1 heure. C'est de remplacer une sorte de discipline qui est un petit peu scolaire dans une formation classique physique par du contrôle continu, donc par des quiz, par des choses simples qui peuvent se faire sur des applications mobiles, et tout le monde a accès à des applications mobiles, y compris dans les communes un petit peu enclavées, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit de changer de montagne ou de crête, ou de dépasser la crête, et on arrive sur un 4G qui fonctionne, donc il y a toujours des solutions. Donc je pense que vous pouvez mener cette réflexion à la fois en interne et avec des consultants, des experts. Il y en a beaucoup au Maroc, très compétents. Il y en a même autour de cette table ronde, puisque j'ai entendu quelques présentations tout à l'heure de gens qui seraient complètement aptes à vous accompagner là-dessus pour changer la façon de voir et de sortir de réunions physiques un peu monolithiques et qui correspondent à un certain état d'esprit normal quand tout le monde se déplace, etc., vers une situation différente pour les raisons qu'on connaît. Je ne sais pas si ça vous paraît être une bonne piste. Pardon. David, je pense que c'est bien dit et ça résume un peu. Il faut se réinventer. Il faut voir que le corona, malgré le malheur qu'il a causé, c'est une bénédiction. Et que demain, vous, entrepreneurs, vous avez vraiment une caverne d'Ababa en termes de digitalisation. Et avec un moindre effort pour convaincre les intervenants et les partenaires, que ce soit local ou international. Donc maintenant, le challenge, c'est vraiment
de se focuser sur la manière de se réinventer, de faire la réingénierie des processus et de là à mettre en œuvre des solutions. Il ne faut pas se limiter non plus aux solutions, aux contraintes techniques actuelles, parce que regardez, la digitalisation ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça a pris du temps pour évoluer. Donc, maintenant, mettons en œuvre la réingénierie des process, ne se limitons pas aux barrières, aux showstoppers, parce que ça sera résorbé, puisqu'on aura vraiment l'oreille attentive des intervenants et des partenaires. Super, merci beaucoup pour cette précision. J'ai réentendu des mots que j'avais notés sur notre feuille de suivi sur la réingénierie des process. Juste, j'ai une petite question. C'est Raali qui s'affiche sur l'écran. C'est votre nom, votre prénom? C'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est Jalal. Jalal, d'accord, ok. D'accord, ok, super. Merci beaucoup, si Jalal. Ok, j'ai noté le challenge soulevé par Adil dans la liste un petit peu des challenges aussi. Donc, grand merci pour toutes ces contributions. Est-ce qu'on peut faire intervenir quelqu'un qui n'a pas pris la parole encore pour se présenter? J'ai un peu de mal à voir. Mais David, globalement, il nous reste 5, maximum 10 minutes. Donc, il faudrait peut-être aller vers la synthèse et de voir si vous pouvez, vous, nous faire de manière critique ce qu'était la promesse de cette table ronde, ce qu'on a été l'output, et de laisser éventuellement aux gens, si vous pouvez l'assumer, une sorte de promesse qu'il puisse y avoir une continuité. Je peux créer des groupes WhatsApp, je peux créer des chats sur des outils que tu connais. Bref, pour qu'il y ait une continuité sur ce sujet, malheureusement, qui complexe beaucoup de gens. Bien sûr. Alors, je vais commencer, puis après je laisserai la parole à Mehdi. À titre personnel, je pense qu'on a eu une table ronde où on a parlé de beaucoup de problématiques qui dépassent très largement le sujet de la collaboration distante, du remote, du travail à distance et du plan de continuité d'activité. On n'en a d'ailleurs presque pas parlé, du plan de continuité d'une entreprise qui est impactée par le virus et qui doit continuer ses opérations. On n'en a pas parlé parce qu'en fait, c'est tellement spécifique et il y a tellement de possibilités, tellement de choses que c'est avec des profils très différents autour de cette table ronde, c'était un petit peu compliqué de rentrer dans ce détail-là et ça aurait été un peu dogmatique presque. Je suis très content qu'on ne soit pas allé vers ça. Donc, on a vu plein de sujets qui sont beaucoup plus larges. On a parlé de téléconsultation. J'ai un ami médecin que Maria connaît, qui s'appelle Denis de Valmont, qui est disponible et qui a publié partout sur LinkedIn « Je fais vos téléconsultations gratuitement pour vous aider parce que je sais que c'est compliqué d'aller chez vous, d'aller chez votre médecin traitant. » Lui, il est urgentiste. Il n'a pas été encore appelé, il est à Lyon, il n'a pas encore été appelé, réquisitionné. Donc, il travaille de chez lui et il donne des consultations à qui lui demande en téléconsultation et rapidement, puisque c'est un urgentiste, donc il sait faire rapidement les choses. Donc, il y a plein de façons de mettre en œuvre et de continuer des activités et d'utiliser des outils. Moi, je pense qu'on a listé quelques petits challenges. Je crois qu'on a on a listé des challenges. On va creuser ces challenges. Et moi, j'ai une proposition à faire extrêmement pratique et extrêmement désintéressée, bien évidemment. Il ne faut surtout pas que ça soit mal perçu. Donc, on utilise un Teams-like de Microsoft ou un Slack-like, donc l'éditeur de Slack, qui s'appelle Mattermost, qui est une plateforme de chat et qui n'est absolument pas soumis à licence parce que c'est de l'open source. Et ce qu'on peut faire, c'est monter un serveur EBF, Mattermost, et puis proposer à ceux qui le souhaitent,
et qui sont qui participent à cette table ronde, de créer des équipes au sens de Slack, de créer des utilisateurs, de créer des channels publics, privés, de se servir de cet outil pour le tester et pour qu'on les aide après à le mettre en œuvre dans leur structure, si ça peut les aider à être le moins impacté possible par cette crise et à continuer cette activité et à enabler, à permettre le travail à distance. Donc c'est une petite action qui est en marge de la liste des challenges et je suis à votre disposition. Je vais remettre mon numéro de téléphone pour avoir un WhatsApp pour ceux qui le souhaitent. Et bien évidemment, mon ami associé Taoufik a mes coordonnées et j'espère que ça pourra aider sur un aspect pratique. Mehdi, est-ce que tu as quelque chose à... Oui, Mehdi, il peut nous parler de son site web. C'est pas de la promo, c'est pas de la pub, hein, je préviens. Tu parles juste du site web rapidement pour essayer de conclure vers quelque chose qui se rapproche extrêmement du sujet de la journée. Enfin, de cette table ronde. Entrer en confinement, donc le site travailleradistance.com qui propose Reprends s'il te plaît, Mehdi, parce qu'on a raté le tout début. Dès l'entrée en confinement, j'ai créé le site travailleradistance.com qui permet de proposer de l'accompagnement pour les gens qui veulent avoir du remote control ou bien savoir comment ils peuvent faire pour payer en ligne grâce à la banque en ligne, comment mettre en place un CRM ERP à partir d'un outil open source comme a parlé David, l'outil qui s'appelle Dolibar, comment mettre en place ses propres outils open source sans nécessairement rentrer dans le propriétaire. Maintenant, les deux challenges que moi je garde en tête de cette réunion, c'est le premier à court terme, c'est permettre aux gens de répondre à la problématique en créant un canal commun, soit via Mattermost comme l'a proposé David, soit sur un canal, un groupe WhatsApp que va créer EBF. Et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de répondre aux questions comment résoudre un problème de vente, comment mettre en place une boutique en ligne, quelle technologie choisir, pourquoi la choisir, etc. Donc, dans ce canal, si EBF le met en place, tous les gens qui pourraient poser une question de manière désintéressée et solidaire, répondre pour au moins documenter quels outils et dans quel cas. Et à ce moment-là, tous les intervenants de ce groupe, comme c'est Driss Belkhiat peut parler aussi des outils spécifiques qu'ils utilisent et ou qu'ils ont créé de leur côté pour que les gens puissent s'y intéresser et éventuellement les adopter. Et le deuxième challenge qui est important, c'est, à mon sens, c'est le Maroc tout en ligne, avec des infrastructures locales, nationales, qui seraient complètement indépendants et en autarcie. Et d'ailleurs, j'avais parlé à mon ami Hicham Tahri, qui est présent aussi dans ce groupe, d'une utopie que j'avais imaginée en 96. C'est celle justement d'un Maroc qui est complètement autonome au niveau énergétique grâce au solaire, au niveau de l'eau grâce à l'osmose inverse, etc., etc. Donc ça, c'est une utopie qui est très importante parce que si on est dans l'approche grise, c'est-à-dire les prévisions grises liées au Covid, à ce moment-là, la question qui va se poser, c'est l'autonomie intégrale du Maroc en énergie, en eau potable et en nourriture pour éviter ce qu'on redoute le plus dans des mois à venir, qui serait une paupérisation importante et une famine potentielle des populations. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je voulais conclure.